puisqu'elle a tout déforé le sujet, elle vient de me dire un secret, mais j'ai dit que je ne le dirais pas, donc je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Parce que moi, elle m'a dit tu prends le timing juste après le repas. Juste après le repas, en général, vous êtes en euphorie postprandiale plurimodulaire. C'est comme ça que les publics ils appellent quand on digère. Voilà. Alors, je vous ai mis ça. Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Raphaël. Non, c'est pas Raphaël, il n'y a pas les votes. Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Personne n'a une idée? Allez. Donc, créneau associatif, vous la connaissez? Adriana. Ben voilà. Ben voilà. Vous la voyez là-dedans? Alors, pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'elle a dit, explique le référencement naturel et le référencement payant. A priori, sauf que, ce qui est marrant, c'est la façon dont je l'ai trouvé. Voilà. J'ai trouvé Adriana en tapant la requête pizza aux anchois. Comment c'est possible? Pizza aux anchois. Ben, c'est pas un bug. Il y a des petits malins qui utilisent les astuces nécessaires par rapport à la façon dont fonctionne l'algorithme. Voilà. Alors là, en l'occurrence, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont optimisé l'image qu'on voit là, qui est nettement plus appétissante que les trois d'à côté, pour qu'elle apparaisse sur pizza aux anchois. Il y a un petit malin aussi qui avait fait ça, enfin des petits malins qui avaient fait ça à une époque. Il est resté célèbre celui-là, mais il a déjà 4-5 ans, hein, c'est plus que ça même. C'est notre ami Sarkozy, il avait demandé la tête de Plantu, le dessinateur du Monde, parce qu'il avait caricaturé en Isnogoud. Voilà. Donc il a demandé sa tête. Et les journaux, clause de conscience, tout ce qu'on veut, ils ont dit attention, pas question de ça. Et il y a un collectif de webmasters libertaires qui ont dit bah, puisque c'est comme ça, on fait tous pointer des liens vers la biographie de Sarko à l'Élysée, des liens qui contiennent le mot Isnogoud. Moralité, quand on tapait Isnogoud, on voyait revenir la bio de Sarko. Alors je pourrais vous en montrer d'autres, hein, des Google bombing comme ça. Il s'est fait avoir sur Raqqa l'émeute aussi à l'époque où il avait dit qu'il fallait nettoyer les banlieues pas chères. Et George Bush s'est fait allumer parce que Michael Moore, dans tous ses films, disait que le gouvernement Bush était une miserable failure, donc il y a eu des bombings comme ça. Alors pourquoi je parle de là? Parce que je pensais que les gens de Carambeau, ça vous intéresserait plus que l'algorithme de Google. La question c'est comment on fait pour obtenir ça? Comment marchent les moteurs de recherche? On dirait que ce que vous voulez montrer, c'est pas les gens d'Adriana, sauf peut-être la Croix-Rouge. Il y a la Croix-Rouge dans la salle? Levez les mains, n'ayez pas honte. Voilà. C'est quoi le grand principe du référencement? Alors, petit préalable, on va parler que de Google, parce que vous verrez quelques slides plus loin. En France, en tout cas, c'est 93% des requêtes, je crois, un truc comme ça. Donc, globalement, les autres moteurs sont un peu moins. Allez. Si vous foirez sur les autres moteurs, c'est moins grave, on va dire. Voilà. Donc tout ce qui est en rosé, là, en fait, c'est de l'achat d'espace, c'est de la pub. Alors on appelle ça lien sponsorisé, SIM, lien payant, il y a une tas d'appellations, mais c'est de la pub. Ce qui est là, en revanche, c'est le référencement naturel. J'ai tapé association, vous voyez ce qui remonte. Les gens qui remontent le plus haut, c'est ceux qui ont fait un certain nombre de choses dans leur site et hors leur site, pour que ça remonte bien. Alors, ça fonctionne comment le référencement naturel? En fait, ce qu'on appelle les bots, les petits robots logiciels qui circulent sur le web pour les moteurs, ils font exactement la même chose que vous quand vous vous baladez sur le web. À chaque fois qu'ils croisent un lien, ils cliquent, ils voient ce qu'il y a derrière. Le petit truc qu'ils font en plus, c'est qu'ils stockent le document qu'ils viennent de trouver dans ce qu'on appelle un index, un gros tableau Excel. Et avec ça, ils mettent un certain nombre d'infos qui concernent le document en question. Ils mettent son titre, ils mettent combien de fois le mot Adriana 42 est dedans. Ça leur permet de savoir à quel niveau il faudra faire ressortir ce texte-là quand on tape Adriana 42 ou pizza aux anchois. Et puis, pendant qu'il se balade sur le web, ce petit robot, il indexe tous les documents et il regarde où pointent les liens qui sont sur ces documents. Pas d'où viennent les liens vers lui, parce que ça, ils ne peuvent pas savoir, c'est pas contenu dans le document, mais les liens qui sont sur ce document-là, vers où partent-ils? Voilà. Il cherche de lien en lien, ce qui veut dire que le lien, quelque part, ça doit avoir une importance dans la façon dont fonctionne le référencement naturel. En fait, le référencement naturel, Green Page, c'est des chercheurs. Donc, avant eux, avant Google,
un moteur de recherche, donc Yahoo, Alta Vista, etc. Un moteur de recherche, il n'avait qu'un seul critère, qui s'appelait la pertinence. Si j'avais 23 fois le mot Jaguar dans un texte, alors il était plus pertinent par rapport à la thématique Jaguar qu'un texte où il n'y avait que 8 fois le mot Jaguar. C'était le seul critère qui rentrait en ligne de compte. La requête recherchée, combien de fois elle était présente dans le contenu. Ça, c'était avant. Brin et Belch, c'est des chercheurs dans le monde de la recherche. Pour être connus, célèbres, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour être cité dans les publications de ses petits camarades. Et puis en échange, retour d'ascenseur, on cite ses petits camarades aussi. Ils se sont dit, si ça fonctionne dans le monde physique, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans le monde virtuel. Et ils ont dit, on va introduire un deuxième critère. Si sur le Jaguar, tout le monde pointe vers ce document-là, même s'il n'y a que 5 fois le mot Jaguar dedans, c'est qu'il doit y avoir un truc vraiment intéressant dedans. Donc plus il y a de liens qui pointent du monde extérieur vers le document que vous allez essayer de promouvoir, plus Google, l'algorithme de Google considère qu'il est intéressant. Voilà. Ça, une fois que vous avez pigé ça, vous avez l'essentiel du référencement naturel. Je peux me casser, vous pouvez vous avez l'essentiel du référencement naturel. En gros, le référencement naturel, vous avez un frein et 2 accélérateurs. Le frein, c'est la structure technique de votre site. Ce qui se trouve que Google ne lit pas bien toutes les technologies, ne digère pas bien tous les types de contenus, et puis les contenus, vous êtes bien placé pour savoir qu'ils se sont diversifiés énormément. Avant, il n'y avait pas tant de photos, il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas la photo de Julie Gaillet, et machin. Donc il y avait tout un tas de trucs qu'il n'y avait pas. Maintenant, les contenus, ils sont extrêmement diversifiés. Donc la structure du site, elle est importante parce que Google, quand il passe dans le site, il y a des trucs qu'il ne pourra pas aller coacher. Donc il ne pourra pas les mettre dans son index, donc il ne pourra pas remonter. Voilà. Par exemple, Google, il est stupide, s'il y a un login mot de passe dans une partie privative d'un site, il ne peut pas taper votre login mot de passe, donc il ne verra pas ce qui est derrière. Voilà. Il lit pas, il y a des technos qui ne lisent pas, il ne rentre pas dans un PDF, il ne rentre pas dans un PowerPoint, il y a plein de trucs qu'il ne fait pas. Donc si vous mettez tous vos documents en PDF dans un site, par exemple, il va penser que votre site est vide de contenu. Ce qui n'est pas le cas, vous avez écrit plein de trucs. Mais la forme dans laquelle vous l'avez donné n'est pas digérable pour lui. Et les 2 accélérateurs, c'est les contenus. Si je veux remonter sur le mot association, il va falloir que j'ai des contenus où il y ait le mot association. Ce critère, il reste valable, c'est la pertinence. Et puis, vous avez maintenant à alimenter le critère de popularité. Alors le critère qu'on appelle critère hors site, ce critère de popularité, c'est le fait de vous arranger pour qu'il y ait des gens qui pointent des liens vers vous. Et pour qu'un lien vous fasse remonter sur association, idéalement, il faut que dans le contenu du lien, il y ait le mot association. Si je veux faire, alors j'ose pas en citer, parce que si j'en cite une, il y en a une autre qui parlait, mais j'avais fait mon slide avec UNICEF. Si je veux faire remonter UNICEF, il faut qu'il y ait un lien contenant UNICEF qui pointe vers votre document. Voilà. Ça, en gros, c'est les bases. J'ai mes 2 accélérateurs et il faut que j'essaye de lever les freins techniques. Donc lever les freins techniques, c'est ajuster la structure du site que vous avez, c'est pas toujours simple, pour que Google puisse passer dessus le plus facilement possible. Dans les critères hors site, là, cette histoire de création de liens, avant, on n'était pas embêté parce que des liens, c'était des liens. Maintenant, en plus, Google intègre, alors les gens chez moi dans les équipes, ils disent qu'il intègre les signaux sociaux. Bon, pour un crétin moyen, c'est un petit peu abscon, mais, donc pour moi, c'est un peu abscon. Mais les signaux sociaux, c'est tout ce que fabrique comme lien vers vous, comme contenu qui parle de vous, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., etc. Donc c'est de plus en plus pris en compte par Google. Et pas de façon très très claire. Déjà, gardez un truc en tête, tout ce qui est dans Google n'est pas très très clair. C'est-à-dire que Google ne donne pas l'algorithme, il ne dit pas comment ça fonctionne. Il faut vraiment piocher sans arrêt, aller s'enseigner sans arrêt pour savoir comment c'est évolué. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la transmission de la popularité, c'est comme le champagne, quand vous allez dans les grands hôtels au Maroc, c'est exactement ça. Quand vous avez, dans Google, il vous attribue un score de popularité, qui dépend du nombre de liens qui pointent vers vous. Mais pas que, aussi la qualité des liens en question. Vous avez certainement entendu parler du PageRank. Alors le PageRank, c'est pas le score de page, c'est parce que le mec s'appelle Larry Page. Voilà. Le PageRank, c'est un espèce de score que calcule l'algorithme qui en gros dit eh ben, la popularité de ce site-là pour cette requête-là est très importante. Et il calcule aussi un truc qui s'appelle un trust rank qui dit celui-là, tu fais confiance ou tu fais pas confiance. Voilà.
Dans la pratique, aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de critères qui vous font remonter ou pas remonter. Mais gardez juste ces trois-là à l'esprit. Avoir suffisamment de fois les mots écrits dans votre site, suffisamment de liens qui pointent vers vous, et comme vous avez des liens qui pointent vers vous d'une page, eh bien, assurez-vous que la page dans laquelle se situe le lien, elle a un PageRank élevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans une page, le PageRank, il fait exactement comme le champagne dans les verres qu'on a vus avant. Si moi, j'ai une page avec un PageRank très élevé et je pointe un lien vers vous, je vais verser un grand seau à champagne dans votre verre. Par contre, si je suis un site un petit peu pourri, avec un PageRank très bas, même si je vide tout mon PageRank chez vous, ce sera un dé à coups. Et en fait, dans votre verre, à l'arrivée, il faut qu'il y ait le plus de champagne possible. Et le champagne en question, il se divise entre les liens qui sont dans la page. Donc, à tout hasard, quand vous avez des gens qui vous disent on va vous mettre sur la page partenaire, et qu'il y a 123 liens sur la page partenaire, toutes les associations sont sur la page partenaire, le champagne qui est dans son verre, il est divisé en 123. Ce qui reste dans l'autre, c'est pas beaucoup. Voilà, ça c'est le principe. Maintenant, dans la pratique, comment on fait du netlinking? Parce que autant le contenu, vous le fabriquez, vous le mettez dans votre site, c'est vous qui maîtrisez. Les liens qui pointent vers vous, c'est pas vous qui maîtrisez, c'est sur d'autres sites, sur d'autres endroits, sur d'autres lieux. Donc il y a des tonnes de façons de faire ça. Alors il y a des façons qu'on ne peut plus vraiment employer, parce que Google s'est arrangé pour qu'on ne puisse plus les employer, qui étaient de coller des communiqués de presse un peu partout avec des liens qui pointaient vers vous. Ça c'était cool. Je sortais un communiqué de presse à chaque fois que j'annonçais mes chiffres, à chaque fois que j'embauchais un mec, à chaque fois que c'était super. Sauf que maintenant, ça ne marche plus. Dans le meilleur des cas, ils sous-pondèrent le lien en disant vous êtes en train de me spammer, vous fabriquez des contenus exprès pour faire pointer des liens mais ils n'ont pas d'intérêt. Dans le pire des cas, il dit en plus là, vous l'avez mis sur un site qui est pourri, je considère qu'il est pourri, je vous fais descendre au lieu de vous faire monter. Vous avez un mauvais point. Donc il y a des tas de façons de fabriquer des liens, on peut en poser dans les réseaux sociaux, on peut faire ce qu'on appelle du link baiting. Alors link baiting c'est assez astucieux, ça consiste à fabriquer un contenu avec des liens dedans, et le contenu en question, il faut qu'il soit très intéressant pour plein de gens qui n'ont rien à voir avec vous. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous, pour un voyagiste, on a fait un calendrier des vacances scolaires qui était un peu jeu. Tous les gens qui ont un blog, tous les gens qui ont un gîte d'étape, qui ont etc., ils ont piqué notre calendrier parce qu'il était joli, il changeait de couleur avec les saisons. Ça ne va plus. Ils l'ont mis dans leur site, et il y a un petit lien en bas qui disait fait par Raisonnez-vous, merci. Et ben ça, c'est du link baiting. C'est-à-dire que tout le monde a pris mon contenu parce qu'il était sympa et l'a collé chez lui. Aujourd'hui, vous en voyez beaucoup faire avec des infographies. Si je fais, je vais dire n'importe quoi, mais si je suis le Bureau international du travail, pour rester très contextuel, je suis le Bureau international du travail et je fais une infographie sur l'évolution du travail des enfants sur les 5 dernières années, si ce truc est vraiment bien foutu, tous les gens qui ont envie de poser un contenu rédactionnel ou visuel un peu sympa dans leur site vont prendre ce truc-là et vont le mettre chez eux, si je les autorise. J'ai mis un petit lien de remerciement en bas, j'ai gagné un lien. Alors, il y a plein de façons comme ça de fabriquer des liens. Et les liens qui sont dans votre propre site comptent aussi. Ça veut dire que dans votre site, il va falloir vous arranger pour que les pages que vous voulez faire remonter, elles aient le plus de liens possible qui pointent vers elles depuis les autres pages. Typiquement, la bêtise qu'on fait tous, enfin que souvent on fait, c'est que la page qui reçoit le plus de liens, c'est la page Contactez-nous ou la page Mention légale, parce qu'elles sont dans le footer en bas. Vous savez, ce truc qui est présent sur toutes les pages. Donc comme toutes les pages pointent là, il y a toujours un lien là, bah, cette page-là, elle reçoit beaucoup de champagne. Alors vous vous en foutez de la page mention légale remontée. C'est pas ça que vous voulez faire remonter. Ce que vous voulez faire remonter, c'est l'objet de votre association, c'est les opérations que vous voulez promouvoir. Le reste, vous vous en foutez, pas mention légale en tout cas. Voilà. Donc il faut s'arranger pour que les pages du site aussi, elles fournissent le champagne là où c'est utile. Et puis vous allez pouvoir faire des échanges avec les partenaires. Alors petit détail pratique, Google, il a bien compris quand vous avez des échanges avec les partenaires. Comme il a compris ça, si vous faites des liens croisés, par exemple, le site du footballeur 42 croisé avec le site de la Croix-Rouge, et le site de la Croix-Rouge envoie un lien chez 42, Google va s'en rendre compte, il va considérer que ce n'est pas légitime, et le lien sera ou sous-pondéré ou considéré comme un mauvais lien. En revanche, si la Croix-Rouge fait un lien vers le site d'Adriana, Adriana fait un lien vers le site de son mari, et son mari fait un lien vers le site de la Croix-Rouge, ça fonctionne mieux.
Voilà, donc privilégier des liens triangulaires plutôt que des liens croisés, parce que Google se méfie un peu. Alors, dernier point qui est intéressant à retenir, avant, il y avait un seul gros classement. Alors, vous allez dans Google, vous avez un index complet, vous avez un seul gros classement. Sauf que, le seul gros classement, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais quand votre gosse il commence à avoir trop de Playmobil et que vous avez une grosse caisse à jouer, pour retrouver le petit chapeau de Zorro qui est tombé dans le fond de la caisse de Playmobil. Donc Google s'est dit un truc, maintenant il y a tellement de contenu, notamment avec l'UGC, avec le User Generated Content, il y a tellement de gens qui postent la photo de Hollande, ou autre chose, que la seule solution, c'était de découper ça en petits morceaux. Donc il a fait Google Actu, il a fait Google Images, il a fait Google Vidéo, il a fait Google, etc., pour que vous puissiez chercher une typologie de contenu. Il a fait ce qu'on appelle les moteurs verticaux. L'avantage de ça, c'est que tous les Playmobil sont dans une caisse, tous les Lego dans une autre, tous les, etc., etc. Qui a des enfants dans la salle? Levez les mains. Voilà. C'est juste pour vous relayer, parce qu'en fait, on en fout, ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui est certain, c'est que moi, pour retrouver les Lego, les Playmobil, les machins, c'est plus facile si je sais que mon gosse il a tout rangé au même endroit. Surtout les Skylanders, ça ne marche pas sur l'autre plateforme, etc. Voilà. Donc il a fait ça. Alors le gros avantage pour tout le monde, une fois qu'on sait ça, c'est que vous voyez quoi ressemble Teddy Riner. Voilà, champion du monde, et si vous le mettez en face d'un mec qui fait 60 kg, il va rester champion du monde. Voilà. Par contre, ce qu'a fait Google, en faisant des catégories comme ça, c'est qu'il a dit, bah, tu seras champion du monde des images, champion du monde des vidéos, champion du monde, etc., etc. Et on fera un podium à la fin, où il y a les premiers de chaque catégorie. Je simplifie un peu, mais en gros, c'est ça. Donc là, le mec qui fait 60 kg, mais qui a une bonne technique, il sera champion du monde de sa catégorie de poids, Riner de la sienne, et ils sont tous les deux sur le podium. Ça fait qu'à l'arrivée, on va avoir des pages très composites comme ça. On va avoir des trucs qui ressemblent à ça. J'ai commencé par 42, alors je vais mettre Madonna après. Voilà. Avant, il n'y avait pas des pages comme ça. Il n'y avait pas des pages comme ça. Là, les pages maintenant, elles sont composites. C'est-à-dire que les vidéos les plus importantes concernant Madonna, Google, il s'oblige à fournir une diversité de résultats. Il va les mettre dans la page. Et puis les photos, il va les mettre dans la page. Celles qui sont les plus populaires. Alors vous verrez quand c'est des entités nommées, et je pense que parmi vous, il y en a dont les associations sont des entités nommées. Les entités nommées, elles vont dans un truc qui s'appelle le Knowledge Graph, qui est à droite, là, vous voyez certains pavés comme ça, avec plein de photos, et avec beaucoup d'informations. La Tour Eiffel, c'est une entité nommée. Voilà. Riner, c'est une entité nommée. C'est tous les gens, les institutions, les lieux qui sont un peu célèbres. Je pense que l'ONU, c'est une entité nommée, l'UNICEF, c'est une entité nommée, etc., etc. Le Téléthon, c'est une entité nommée. Quand vous avez ça, ça vous donne une possibilité supplémentaire d'être affiché. Donc toutes ces catégories-là, elles ont un gagnant. Si vous vous débrouillez pour optimiser vos résultats sur une des catégories, vous avez une bonne chance de remonter plus haut dans le championnat que si vous combattez tout le monde et que vous croisez Riner dans les éliminatoires. Voilà. Dernier point. Juste, vous pouvez repréciser, ça veut dire qu'il faut mieux se concentrer sur une ou plutôt sur chacune? Alors, j'allais dire, ça me fait une réponse de Normand, ça dépend. Et je vais donner un exemple concret, sinon ma réponse ne sert à rien. En fait, Google génère de l'affichage vidéo, ou de l'affichage photo, ou de l'affichage Maps, en fonction de ce que vous êtes. Pour donner un exemple très concret, si je suis, si je suis une société qui fait des voyages en péniche, si on met le nom de ma péniche, ça risque de générer de la photo, parce que la péniche, elle existe. Par contre, le mot anticonstitutionnellement, il ne va pas générer l'affichage photo. Google va considérer, il ne voit pas ce qu'il peut afficher comme photo en face de ça. Par contre, 42, il retrouve des photos. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un contenu, une typologie de contenu qui est favorable à l'affichage vidéo, alors ça vaut la peine de vous concentrer sur les requêtes vidéo si le périmètre où vous êtes est très concurrentiel. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. En référencement naturel, on se bat contre une forme de concurrence. Sauf que votre concurrent, c'est pas forcément celui qui veut. Alors vous vendez rien normalement, mais c'est pas celui qui promeut la même chose que vous. Votre concurrent, c'est celui qui est capable de monter plus haut dans les résultats quand on tape cette requête-là. Typiquement, le plus gros concurrent que vous avez tous, c'est Wikipédia. C'est Wikipédia, votre plus gros concurrent à tous. Pas seulement vous, hein, tout le monde. Parce que Wikipédia,
Il y a tellement de contenu dedans qu'ils sont positionnés premiers quasi sur tout. Voilà. Donc, si vous pensez que vous avez plus de facultés à remonter sur des photos, avec une association par exemple, qui promeut, je sais pas, le 6e arrondissement de Paris, voilà, cette association-là, elle a intérêt à remonter avec des visuels de jolis monuments du 6e arrondissement de Paris. Pour elle, c'est facile. Quelqu'un qui fait de la recherche sur une molécule va avoir du mal. Donc, il faut choisir en fonction de votre concurrence et des contenus qui sont susceptibles de remonter. Dernier point, c'est comment vous pouvez vous faire laver. C'est un peu grossier dans l'expression, mais c'est exprès. Donc, pareil. Ce qui peut vous arriver, c'est que Google considère que vous le spammez. Ça arrive si vous postez trop de contenu qui raconte la même chose ou des choses extrêmement proches. Il va considérer que c'est pas très cool, c'est pas ce qu'il a demandé. Sa chasse principale, c'est le duplicate content. Le duplicate content, si je poste le même contenu à 2 endroits, il en virera un des deux. Il considérera que ça, c'est illégitime. Donc, si vous postez 15 communiqués de presse sur 15 sites, il n'en gardera qu'un. Et ce n'est pas forcément celui que vous voulez. Peut-être qu'il va garder celui qui est sur un blog tout pourri, perdu, qui a 3 visiteurs. Ce n'est pas celui-là que vous avez envie de promouvoir. Vous avez envie de promouvoir la reprise qui a été faite dans le Figaro. Manque de peau. Voilà. Donc ça, il faut faire très attention à ça. En plus, des fois, c'est pas vous qui le décidez. Il y en a parmi vous, certainement, qui sont confrontés au fait que la structure technique de certains sites fabrique du duplicate tout seul. Ils nomment tout seul les URL automatiquement, ils leur donnent le même nom et vous êtes foutus. Enfin, pas le même nom, mais ils donnent 2 noms différents pour 2 contenus identiques. Et là, vous avez un problème. C'est le problème de tous les comparateurs de prix, par exemple. Vous pouvez vous faire blacklister. Ils considèrent que vous avez mis tellement de trucs que vous n'auriez pas pu mettre dans votre site qui vous descend tout en bas de l'ascenseur. Là, vous ne remonterez plus. Il faudra faire plein de choses pour montrer que vous êtes gentil pour remonter. Et dernier point, vous pouvez vous faire déplacer, c'est moins méchant. Voilà. Alors. Excusez-moi. Oui. Juste quand on est blacklisté, déclassé, etc., est-ce qu'on est contacté par Google? Alors. On le sait en fait. Il vous téléphone personnellement, monsieur. Non. Il ne vous téléphone pas personnellement, et vous risquez de recevoir un petit mail. Et après, il faut réagir sur le mail. Alors, il y a toute une procédure. On a un avertissement ou c'est direct Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse, ça dépend ce que vous avez fait. S'il pense que vraiment vous avez fait un truc qu'il ne fallait pas, il peut vous virer directos. Et alors, des fois, c'est pas votre faute, c'est si tout le monde a fait le même truc qu'il ne fallait pas pendant une période, il dit je vais donner une leçon, et voilà. Sinon, ça peut être un peu plus progressif. Il vous dit d'abord, c'est pas bien, il va falloir que tu fais quelque chose, c'est pas bien. Voilà. Bon, le point à retenir, c'est que je ne vous fais pas de dessin. En tout cas, en France, ils ont 93% de part de marché. Je crois que c'est 93% des requêtes. Ça doit être ça, 96 maintenant. Il y a quelques exceptions, la Chine, le Japon, où il y a du Yahoo pas mal, du Bing pas mal. La Russie, où il y a un truc qui s'appelle Yandex, qui ne les a pas laissés s'installer. Et la Chine, où il y a Baidu. Et la Tchéquie, où il y a un truc qui s'appelle Seznam, qui est un mélange de moteur de recherche et comment dire, comparateur prix. Et c'est l'algorithme qui décide, mais après tu peux négocier. On a essayé, ça marche. C'est le comparateur qui décide, après tu négocies, va 10 roubles, ok? Enfin, c'est pas le rouble d'ailleurs, on a fait une check, mais voilà, ça marche un peu comme ça. Voilà, alors quand c'est pas naturel, là je vous ai parlé de référencement naturel, et là, elle me faisait des gros yeux parce que je dépasse mon temps de parole, donc quand c'est pas naturel, c'est quoi? C'est de l'achat d'espace, c'est de l'achat média. Alors, comment ça fonctionne? Même topo, avant Google, en fait, c'est pas Google qui a inventé. Avant Google, il y a un truc qui est devenu ouverture, qui est passé chez Yahoo. Le seul critère qui jouait dans la position que vous aviez dans la colonne, hein, c'est votre enchère. Si vous disiez, je suis prêt à payer plus cher que le mec, là, pour avoir le mot association, c'était vous le premier. Sauf qu'il y a des petits malins qui se sont dit, ça c'est cool. Alors, c'est un marché d'enchères. Quand il y a des enchères, les prix montent. Les prix montent sur les trucs qui intéressent tout le monde. Sur les trucs qui intéressent personne, les prix restent très bas. Donc il y en a qui se sont dit, si j'achète des requêtes qui intéressent personne, mais ce que j'affiche n'a rien à voir avec ce que j'achète. Par exemple, j'achète la requête cage aux pommes qui intéresse personne, et à chaque fois que j'achète la requête cage aux pommes, je propose des sextoys de luxe. Là, je vais me faire une pub d'enfer pour les sextoys de luxe en achetant des requêtes qui ne coûtent rien. Donc Google a dit, c'est pas bien. Et il s'est abrité derrière la pertinence pour l'internaute en disant, pas question. Donc, si vous achetez et que vous n'êtes jamais cliqué, c'est probablement que le type, c'est pas ça qu'il voulait. Donc vous n'êtes pas pertinent. Si vous n'êtes pas pertinent, vous descendez d'une position. Si vous n'êtes toujours pas pertinent pour le même prix, vous descendez encore. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, on est dans une position où
votre position dans l'affichage, là, le fait d'être mieux placé, plus vu, donc soit tout en haut là, soit carrément en haut de la page, si vous vous souvenez à quel que ça, et ben ça dépend de l'enchère que vous êtes prêt à payer et du taux de clic sur vous et d'un tas de mélanges tout pourris qu'ils appellent le quality score et qui est en fait un mélange de votre historique de taux de clic et de la pertinence de votre contenu par rapport à la requête. Voilà. Il vérifie si l'annonce, le mot que vous avez acheté et le contenu affiché se ressemblent bien. Alors, petite mise en garde pratique, parce que je pense que parmi vous, il y a des associations qui sont internationales. Si vous achetez une requête en français et qu'elle pointe sur un contenu en anglais, il vous colle un malus. C'est comme les assurances. Hein. Il vous colle un malus et vous verrez la requête plus chère. Voilà. Donc, gardez ça présent en tête. Une requête, vous la faites pointer sur une page dans la même langue. Voilà. Je ne sais plus où on était, pardon. Voilà, donc ça permet quoi? C'est un gros avantage, ça. Ça permet de vous adresser à des gens qui sont en phase de recherche de l'information que vous voulez promouvoir. Quelqu'un qui tape association caritative, c'est ça qu'il cherche. C'est ça qu'il cherche. Quelqu'un qui tape don téléthon, c'est ça qu'il cherche. Donc vous êtes dans une configuration où vous allez vers des gens qui vraiment sont en phase de recherche de vous. En plus, c'est payé au clic. Donc ça vous coûte nettement moins cher que si quelqu'un vous dit, écoute, tu me donnes 100 000 € pour l'année, je te fais pour le mieux. Voilà. Là, vous allez pouvoir vous rendre compte ce qui marche pas. Voilà. Quand les requêtes vous amènent des internautes qui ne vous intéressent pas, vous arrêterez de les acheter. Le jour où vous démarrez, c'est bon. Le jour où vous arrêtez de payer. Et puis, il y a des systèmes pour mesurer tout, ce que vous n'avez pas sur d'autres médias. Voilà, donc, je vous rappelle ça, le quality score, le prix que vous êtes prêt à payer, ça donne votre position. Alors, ce qu'il faut retenir, je ne sais pas si... Qui achète, dans cette salle, des liens sponsors? Levez les mains. Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. C'est même pas oui, mais toi, c'est normal. C'est presque fini. C'est presque fini. Voilà, retenez un truc. C'est ça. Quand quelqu'un vient vous proposer d'acheter des liens sponsorisés pour vous, le prix que ça va vous coûter, c'est ça. Elle veut dire quoi, cette courbe? Elle veut dire que plus vous vous passez haut, plus vous allez être cliqué, parce qu'on vous voit plus. Si vous êtes en deuxième page, les gens qui vont en deuxième page ne vous voient pas, donc ils ne cliquent pas. Sauf que les positions hautes, c'est celles qui sont les plus chères, puisque tout le monde les veut. Donc il y a un moment où la position, elle devient trop chère pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez en position, je sais pas, vous étiez en position 5, vous voulez remonter, position 4, position 3, ça continue à vous amener plein de volume, et puis là, vous allez passer en position 2 ou 1, vous allez gagner un petit peu de volume, mais par contre, vous allez payer un bras. Et ça, dans les associations, c'est souvent compliqué. Voilà, donc ça, c'est quand ça vous coûte. Maintenant, Google a mis en place une solution pour que ça ne coûte pas. Alors, pas, moins, beaucoup moins, en fait. Il y a un programme qui s'appelle Google Grants. Qui connaît Google Grants? Waouh, vous êtes déjà vachement bien informés. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Google Grants, c'est un programme qui vous permet d'acheter des liens sponsorisés, c'est Google qui paye. Sommairement. Google vous file les clics gratos. Alors, il file les clics gratos, par contre, il faut respecter un certain nombre de conditions. Pour être Google Grants, il faut être association caritative. Alors, je vous ai tout mis là. Vous regarderez éventuellement, si je ne sais pas si je diffuse après, mais il faut être certifié. Vous ne montrez pas de blanche. Vous montrez que vous êtes une association caritative, que vous n'avez pas de but lucratif. En France, c'est la loi de 1901. Vous avez un vrai site derrière, qui refuse que ça fasse pointer sur un site tout pourri. Et puis, vous n'avez pas le droit d'être soit un organisme gouvernemental, soit un hôpital, un groupe médical, les écoles, les services, les garderies, un certain nombre de choses comme ça qui n'ont pas le droit d'accéder à Google Grants. En France, c'est régime des associations, loi 1901. Une fois que vous êtes dedans, vous avez quand même quelques contraintes. Vous devez rediriger sur une seule URL qui est bien la vôtre. Vous n'avez pas le droit d'acheter au nom de la Croix-Rouge et de pointer sur autre chose. Moi, j'ai fini. Voilà. Bon, je me fais engueuler, donc vous lirez la suite. Ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui n'y sont pas encore, ah attends, moi tu m'as dit, je fais. Pour ceux qui n'y sont pas encore, c'est la capacité d'accéder à la visibilité gratuite. Voilà. Le truc à tenir, c'est que pour gérer une campagne Google France, donc le budget maximum,
c'est 329 $. Ça fait à peu près 10 000 $ par mois. Ça fait, je sais pas, 7 500, 8 000 euros, un truc comme ça. Vous êtes limité sur ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de pointer n'importe où, vous n'avez pas le droit d'envoyer les clics sur quelqu'un d'autre, même si c'est un partenaire à vous. Il y a plein de choses que vous n'avez pas le droit de faire. Vous avez des pays qui sont éligibles. Voilà. Et vous avez un certain nombre d'options de gestion qui ne sont pas autorisées. Donc, vous êtes obligé de gérer à la main. Vous êtes obligé d'aller une fois par mois sur votre compte. Si on se rend compte que vous n'y allez jamais, il vous enlève l'agrément Google Brands. Voilà. Vous avez toutes les conditions pratiques avec les liens pour y aller dans les pages qui suivent. Donc je ne vais pas tout vous détailler, d'abord parce que je vais me faire engueuler, et de toute façon, je ne les connais pas par cœur. Ce qui est certain, c'est que c'est une vraie opportunité de communiquer pour des associations qui n'ont pas ou peu de budget. Parce que, alors ça dépend des mots que vous achetez, vous n'avez pas le droit, je crois, d'acheter des mots à plus de $2. Il peut y avoir des mots très chers dans Google, mais c'est une vraie opportunité de communiquer pour des associations qui n'ont pas de budget pour le faire. À condition d'être dans le bon pipe, vous êtes capable d'accéder à la visibilité que vous n'aviez pas avant. Et voilà. Je vais juste, pour résumer, et je te laisse tout, juste pour que vous gardiez en tête à quoi ça sert l'un et à quoi ça sert l'autre. Parce qu'il y a des caractéristiques qui sont particulières. Vous pouvez faire deux choses avec du SEM ou du SEO. C'est communiquer sur votre marque, le nom de votre association, ou communiquer hors marque. Si je suis l'association française du sang, je peux avoir envie d'acheter la requête ou de faire apparaître ma marque, mais aussi de faire apparaître Don du sang, par exemple. Don du sang, c'est du hors-marque, c'est pas votre marque. Voilà. Donc les caractéristiques, c'est que le SEM, ça s'achète en temps réel. Je commence à acheter, j'ai de la visibilité et des clics. J'arrête d'acheter, j'apparais plus. Par contre, ça va vite. Si j'ai une opération à promouvoir sur du court terme, ça marche. Le SEO, c'est un truc de long terme. Vous ne pouvez pas faire du SEO pendant une semaine. Et quand vous faites du SEO, et là, ça monte progressivement, mais après, vous avez un niveau de trafic qui est établi. Par contre, c'est plutôt de l'investissement, ça prend du temps. Voilà. Et marque et remarque, souvent, ça, c'est très cher. C'est très cher en SEM, et ça peut même être très cher en SEO, parce que si vous êtes sur un terrain très concurrentiel, il va falloir dépenser beaucoup d'argent pour émerger. Voilà. Alors que la marque, en général, vous avez quand même la meilleure légitimité pour accéder à votre propre marque. Donc, de fait, personne ne pourra vous embêter avec ça. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui connaissent bien et des gens qui connaissent moins bien. Donc, c'est toujours un grand écart. Et voilà.